L'éruption soudaine du FBI dans la villa privée de Mike Wolfe, un visage familier des téléspectateurs grâce à la série American Picker, suscite une vive polémique médiatique. Au deuxième étage, autrefois utilisé comme bureau personnel de Wolfe, une équipe spéciale a retiré l'intégralité du vieux parquet. Les images de la scène, qui ont fuité, se sont rapidement propagées, capturant l'attention et la stupéfaction des agents. Aucune déclaration officielle n'a été publiée, mais une source interne a confirmé que la découverte a laissé toute l'équipe sans voix. La vérité derrière ce raid est progressivement dévoilée, et ce qui fait froid dans le dos, c'est le lien inattendu avec le regretté artiste Frank Fritz. Préparez-vous, les détails qui seront bientôt révélés pourraient vous laisser perplexe. Aux yeux du public, Mike Wolfe était autrefois perçu comme un homme pragmatique, fidèle à sa passion depuis des années. Il parcourait l'Amérique au volant de son pick-up habituel, à la recherche d'objets anciens, comme s'il suivait les traces du temps. Mais derrière les projecteurs, de nombreuses zones d'ombre demeurent, jamais révélées publiquement. Avant de devenir célèbre, Wolfe a vécu presque isolé, sans que personne ne sache exactement où il se trouvait. De vieux documents indiquent qu'il a abandonné l'école à 16 ans et qu'il a été répertorié à plusieurs adresses temporaires. Entre 1992 et 1997, son nom est apparu dans les archives d'un groupe appelé Collector Circle, une communauté secrète spécialisée dans la collecte d'objets d'origine inconnue, opérant principalement dans la zone frontalière entre les États-Unis et le Canada. Ce groupe fut autrefois soupçonné d'être impliqué dans une série de disparitions mystérieuses d'objets culturels autochtones. Aucune inculpation officielle n'eut lieu, et personne ne fut traduit en justice. Malgré cela, le nom de Mike Wolfe disparut subitement des archives publiques entre 1998 et 2002. Ce n'est qu'en 2003 qu'il réapparut, cette fois en tant que propriétaire d'une petite boutique d'antiquités du Tennessee. Peu après, American Pickers fut officiellement diffusé, et il semblait que le passé enfoui fut remplacé par des épisodes légers, pleins de rire et d'humanité. Enchanté de vous rencontrer. Avez-vous déjà parlé à Daniel au téléphone? Vos enfants lui ont-ils parlé? Oui, bien sûr. Que se passe-t-il? Dès la diffusion de la première saison en 2010, Wolfe est instantanément devenu un symbole du style de vie rétro-moderne. Il a été invité à prendre la parole lors de nombreux événements culturels, a participé à des campagnes de préservation du patrimoine et a même été salué par le magazine National History comme le gardien de la mémoire de l'Amérique. Ses années d'errance n'étaient plus mentionnées, et les lacunes de sa biographie tombaient peu à peu dans l'oubli. L'image idéale, cependant, commençait à se fissurer ces dernières années. Certains collectionneurs ayant travaillé avec Wolfe l'accusèrent publiquement de déformer l'histoire à des fins médiatiques. De nombreux objets présentés lors de l'exposition étaient considérés comme des restaurations, toujours présentés comme des trésors centenaires. Des archéologues indépendants avaient également exprimé des inquiétudes quant au manque de transparence dans la vérification de l'origine des objets présentés par Wolfe. À la même époque, il s'est brusquement retiré de toute activité publique. Autrefois actif sur les réseaux sociaux, Wolfe s'est soudainement tu. Plus de rencontres avec ses fans, plus de nouvelles publications. Son podcast personnel a également été interrompu de manière inattendue. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il faisait l'objet d'une enquête, que l'émission n'était qu'une façade pour légaliser des transactions douteuses d'objets d'art, et que certains objets découverts figuraient en réalité sur la liste des objets volés dans les plus grands musées du monde. Toutes ces rumeurs semblaient vouées à disparaître, comme d'autres théories du complot, jusqu'à ce que le FBI se présente enfin à la porte de Wolfe. Ce qui compliquait encore les choses, c'était un détail que peu de gens avaient remarqué. La villa dont le FBI a retiré le plancher du deuxième étage était autrefois une église abandonnée que Wolfe avait rénovée. Dans une ancienne interview, il avait un jour confié son désir de vivre dans un lieu à l'âme ancienne. Chaque brique, chaque détail avait été conçu par lui. Il est à noter que le sol du deuxième étage était une réplique exacte d'une maison européenne du 19e siècle, que Wolfe s'était personnellement rendu à l'étranger pour démonter et ramener. Personne ne sait pourquoi le FBI a ciblé cette partie spécifique du sol, mais selon de nombreuses sources, ce choix n'était pas aléatoire. Ils avaient une raison précise, et le premier indice provenait d'une petite note dans un vieux journal, apparemment inoffensif, mais en réalité, le point de départ d'une série d'événements dramatiques. Car une personne ayant séjourné dans cette maison avait laissé le premier avertissement, un message qui dévoilait peu à peu la véritable nature de toute chose. En sous-sol, scellé depuis des années, a enfin été mis au jour, comme si les ténèbres sous le plancher
avaient longtemps attendu leur réveil. En inspectant une pièce de stockage partagée autrefois utilisée comme centre de collecte des objets de l'exposition, le FBI a découvert une vieille valise couverte de poussière. À l'intérieur se trouvait le carnet de Frank Fritz, ancien compagnon de Mike Wolf, rempli de lignes griffonnées à la hâte, marquées par le temps et le malaise. Bien que moisi, chaque page contenait des notes détaillées sur les soupçons de Fritz, et une entrée en particulier a incité l'équipe d'enquête à s'arrêter. Fritz raconta un jour qu'au cours d'un long tournage, suite à une surréservation d'hôtel, il avait dû passer la nuit chez Wolf, alors en rénovation. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, il fut réveillé par d'étranges bruits provenant du plafond, à l'endroit même où se trouve aujourd'hui le bureau de Wolf, au 2e étage. On aurait dit un chuchotement, discret, mais constant. Le plancher craquait, quelque chose bougeait, écrivit Fritz. Le lendemain matin, interrogé à ce sujet, Wolf se contenta de rire et répondit, probablement le vieux parquet. Fritz n'insista pas davantage. Mais plus tard, la tension grandissante entre eux, il commença à s'interroger sur ce détail. Cette entrée de journal a ouvert la voie à une enquête approfondie. Le FBI a examiné la structure de la maison et a constaté que les plans de rénovation soumis par Wolf ne correspondaient pas au permis de construire officiel. L'ancien clocher, qui abritait autrefois le 2e étage, était indiqué sur le plan comme une zone inutilisable, entièrement fermée. Lors de l'inspection du chantier, l'équipe technique a constaté une épaisseur inhabituelle du plancher. Sous la couche de bois se trouvait une fine couche de ciment, absente des plans. Après avoir obtenu l'autorisation de démontage, chaque planche a été soigneusement retirée. Sur la première couche, une structure en bois en spirale apparut, un motif courant dans l'architecture religieuse antique. Sous le ciment se trouvait une trappe en acier sans poignée, encastrée dans le mur, épaisse et lourde. Il fallut près d'1 heure pour l'ouvrir. L'espace creux en dessous se révéla être une chambre de stockage secrète, étroite, d'environ 2 mètres de profondeur, construite en pierre et dotée d'un plafond voûté de style européen. Une légère odeur d'humidité, de froid et de brûlé flottait dans l'air. Lorsqu'une lampe de poche fut descendue, tous les présents se figèrent. 6 minutes s'écoulèrent dans un silence absolu. Sur une dizaine de mètres carrés seulement se trouvaient des dizaines d'objets rares, certains portant encore des étiquettes de musées européens, d'autres étant déclarés disparus par Interpol. On y trouvait des sculptures en bois de style est-européen, des bas-reliefs en pierre gravés de symboles non identifiés et une lourde boîte en métal à double verrouillage. Mais ce qui leur a donné froid dans le dos ne s'est pas arrêté là. Dans un coin de la pièce, le FBI a trouvé un cadre photo posé face contre terre, taché de sang séché et d'une couche de poussière. En le retournant, il s'agissait d'une photo de Frank Fritz souriant, tirée d'un épisode diffusé 5 ans plus tôt. Sur le mur, un symbole répétitif, une double spirale entourant un œil, avait été dessiné avec une substance inconnue. Les experts ont déterminé qu'il ne s'agissait pas d'un élément décoratif, mais plutôt d'un symbole idéologique de nature systématique, possiblement lié à une forme de code ou à un système de croyances obscur. Immédiatement, toute la zone a été scellée et sécurisée. Le FBI a procédé à la confiscation de tous les objets et a soumis un rapport préliminaire aux autorités fédérales pour de graves violations du patrimoine culturel international. Le sous-sol, autrefois scellé sous un élégant parquet, est désormais au cœur d'une enquête de grande envergure, soulevant des questions troublantes sur un passé que Mike Wolf aurait pu dissimuler pendant des années. Quelques planches de bois le séparaient du monde extérieur, mais ce petit espace suffisait à dissimuler des secrets que personne n'osait croire. Et maintenant, la vérité commence à faire surface. Que révélait le journal de l'homme effacé? Immédiatement après la découverte du sous-sol caché sous la villa de Mike Wolf, le FBI a immédiatement élargi son enquête, retraçant les itinéraires de transport, de stockage et de transfert d'artefacts à travers des lieux autrefois contrôlés par Wolf. Un vieil entrepôt, autrefois partagé par Wolf et Frank Fritz, est rapidement devenu le point central. Là, dans une armoire verrouillée depuis longtemps, l'équipe d'enquête a découvert une lourde valise en bois, gravée de 3 lettres. À l'intérieur se trouvait un épais carnet, aux pages jaunies sur les bords, mais à l'écriture encore nette. C'était le journal intime de Frank Fritz, qui y consignait ses pensées et ses expériences de manière continue durant les 3 dernières années précédant sa disparition des médias et de l'émission American Pickers. Le contenu a incité toute l'équipe à le lire et à le relire. Fritz a commencé à écrire lorsqu'il a remarqué les étranges changements chez Wolf. Ses apparitions ont été limitées. Son rôle en post-production a été supprimé.
et il a finalement été contraint de signer un nouveau contrat avec Binding Terms. Il ne voulait pas que je parte, mais il ne voulait pas non plus que je sois trop présent, écrivit Fritz. Je n'étais que l'arrière-plan du tableau qu'il voulait créer lui-même. Les pages suivantes révélèrent que Fritz commençait à soupçonner Wolf d'utiliser l'exposition comme couverture. Il a décrit comment Wolf s'arrêtait souvent à des endroits non prévus au programme de tournage, rencontrait des vendeurs d'origine inconnue et achetait des objets qui n'apparaissaient dans aucun épisode. Nous en avons filmé un, mais il en a acheté 3. À Claremont, écrit Fritz. Les 2 autres n'ont jamais été vus. Personne ne les a interrogés et rien n'a été enregistré. Mais ils étaient toujours soigneusement emballés et expédiés le soir même. Le tournant fut la découverte par Fritz d'un conteneur rempli d'objets sur un site appartenant à une filiale de Wolf. Nombre de ces objets ne figuraient pas dans l'inventaire officiel, et certains portaient encore des étiquettes de musées internationaux. Fritz prit secrètement des photos et nota les numéros de série, tous joints au journal. Mais le plus obsédant n'était pas les artefacts, mais le sentiment de mort imminent. Une page marquée de rubans adhésifs disait « Je crois qu'il sait que je l'observe ». Mon téléphone a un comportement étrange ces derniers temps. Une fois, j'ai vu sa voiture garée devant chez moi. Il n'a pas frappé. Je suis resté assis dans la voiture pendant près d'1 heure. Puis je suis parti. Les lignes suivantes étaient presque un adieu. Si quelque chose m'arrive, ce carnet en sera la cause. Et le journal s'est arrêté là. La dernière page était datée du 14 juillet 2022, exactement 3 jours avant que Wolf n'annonce officiellement que Fritz ne reviendrait pas à l'émission pour des raisons de santé. Depuis, Fritz n'a plus jamais fait d'apparition publique. Ce qui était encore plus effrayant, c'était la photo de lui, poussiéreux, face contre terre, placé dans la cave scellée, prise lors d'une des dernières séances de tournage. Le FBI a classé ce journal comme une preuve essentielle, non seulement parce qu'il révélait une potentielle mauvaise conduite, mais aussi parce qu'il révélait la détresse psychologique, le sentiment d'être observé, et une série de signes indiquant que Fritz était progressivement retiré de l'orbite de la série et des médias. Parallèlement, le FBI a également extrait des données du disque dur personnel de Wolf. Dans un court extrait audio de moins d'1 minute, la voix de Wolf a émergé au milieu du vent et du bruit de fond. S'il parle, je vais tout perdre. Vous comprenez? Tout. Le dernier bruit fut un rire, froid, bref et tranchant comme une lame. Le journal de Fritz ne répond pas à toutes les questions, mais c'est le seul récit brut, non édité et non filtré, qui reste de quelqu'un qui s'est tenu très près de la vérité, et qui est aussi la dernière personne à avoir vu tout ce que Mike Wolf avait construit, ni à travers un écran, ni par le montage, ni par une piste de rire. Lorsque le FBI a scellé tout l'équipement de Wolf, beaucoup ont cru qu'on n'y trouverait que des dossiers financiers, des documents d'artefacts ou des preuves de trafic. Mais les données récupérées sur un disque dur ont révélé autre chose. Un plan détaillé jusqu'à la dernière étape, non seulement pour exploiter le spectacle, mais aussi pour protéger, maintenir et immortaliser l'image de Mike Wolf, même si tous les autres avaient déjà disparu. Le plan pour immortaliser une image. À l'intérieur d'un dossier numérique fortement crypté, l'équipe d'enquête a découvert de manière inattendue une série de fichiers de données contenant des modèles 3D, des enregistrements, voix synthétiques et des graphiques comportementaux détaillés. Le dossier s'appelait FF_2023_master. Le plus choquant, c'est que les extraits audio n'étaient pas extraits d'anciennes séquences, mais entièrement nouvellement créés, recréés grâce à l'IA avec la voix réelle de Frank Fritz. Des dizaines de vidéos simulaient le montrain parlant, réagissant, voire plaisantant dans son style familier, le tout fabriqué numériquement, sans aucune intervention humaine réelle. Wolf avait engagé un groupe d'ingénieurs anonymes pour construire l'ensemble de ce système de loisirs. Ils ont utilisé des données audio et visuelles, provenant de centaines d'épisodes passés pour former un modèle d'IA à imiter la voix, les expressions faciales et les habitudes d'interaction de Fritz. Le premier test de 12 minutes a été évalué comme indispensable de l'original. A été un jour envisagé pour une inclusion dans des épisodes spéciaux sous l'étiquette inédit. À peu près de la même époque, un document juridique envoyé par Wolf à un cabinet d'avocats du Delaware a été ajouté au dossier. Il contenait une révélation étonnante. Wolf avait enregistré la marque Frank Fritz auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis. Dans son dossier, il a décrit Fritz comme un élément multimédia,
incluant son image, sa voix, ses gestes et ses phrases associées au personnage. Le processus d'enregistrement a été finalisé quelques semaines seulement après le retrait officiel de Fritz de la série. Il ne s'agissait pas seulement de droits à l'image. Il s'agissait d'effacer une personne réelle pour la transformer en un actif monétisable. Et ce n'était pas tout. Wolf a également créé un écosystème clandestin pour les transactions d'artefacts, totalement indépendant des organismes de réglementation légitimes. Les plateformes de commerce électronique gérées par ces filiales permettaient d'auto-évaluer les articles, de réécrire leurs origines et d'émettre des certificats numériques pour les objets présentés dans l'exposition. Des experts ont ultérieurement confirmé que de nombreux certificats de ce système étaient faux, correspondant à des objets confisqués dans le sous-sol de la villa de Wolf. Wolf n'était pas seulement le visage d'un spectacle. Il était le cerveau qui contrôlait toute la machine depuis l'ombre. Une fois tous les éléments rassemblés, la vérité est apparue. Le retrait de Fritz n'était pas dû à un conflit ou à des problèmes de santé, mais à une étape nécessaire pour le remplacer par une version programmée. Pas besoin d'une nouvelle personne, juste de la technologie. Quelque chose capable de reproduire un rire, un sourcil levé, une prononciation distincte sans que personne ne remarque la différence. Et une fois le modèle terminé, la vraie version n'était plus nécessaire. La question n'est plus de savoir pourquoi Fritz a-t-il disparu, mais plutôt depuis quand a-t-on cessé de voir le vrai Fritz? American Pickers a continué à être diffusé pendant 3 saisons supplémentaires après le départ de Fritz. Certains téléspectateurs ont remarqué que ces épisodes semblent sans émotion, comme des images recyclées, ou que quelque chose s'était tout simplement tombé. Maintenant, les gens comprennent qu'à cette époque, Fritz n'était pas présent. C'était sa réplique virtuelle à l'écran, et aucun des téléspectateurs ne l'a jamais sachet. Le système construit par Wolf n'était pas seulement un acte de contrefaçon, c'était un mécanisme visant à déformer la mémoire, à commercialiser l'identité et à manipuler les émotions selon un récit écrit. Lorsque le masque tombe, il ne reste qu'un héritage artificiel, où la valeur historique est guidée par le profit, et où les personnes réelles qui ont contribué à sa création sont effacées, comme si elles n'avaient jamais existé. La machine a fonctionné trop parfaitement, jusqu'à ce qu'elle rencontre la seule chose qu'elle ne pouvait pas prédire, la vérité. Et maintenant, l'homme derrière tout ça ne peut échapper à la spirale judiciaire qu'il a lui-même créée, à la malédiction obsolète sous le vieux parquet. Mike Wolf n'a pas résisté lorsqu'il a été placé en garde à vue, au siège du FBI. Il est resté complètement silencieux pendant les 16 premières heures de l'interrogatoire. Aucune réaction, aucune demande d'avocat et aucun refus. Un enquêteur présent se souvient qu'il était assis immobile, respirant doucement. Il ne nous a pas quittés des yeux lorsqu'on a mentionné Frank Fritz, et il n'a même pas cligné des yeux. Dans sa déclaration écrite initiale, Wolf n'a écrit qu'une seule phrase. Tout le monde ne mérite pas de conserver la mémoire. À partir de ce moment-là, il est resté totalement silencieux. Aucune excuse, aucune justification, aucune explication concernant le sous-sol, les enregistrements, la reconstitution numérique de Fritz ou les objets disparus. Le silence de Wolf a déclenché un vaste débat. Une partie du public croyait qu'il cachait sa culpabilité, tandis que d'autres le soupçonnaient de dissimuler quelque chose d'encore plus terrifiant. Au cours de l'enquête approfondie, le FBI a continué à décoder le symbole de la double spirale entourant un œil, celui qui apparaissait à plusieurs reprises au sous-sol. Selon les experts en symbiose, ce symbole ne correspondait à aucun système de croyance connu et constituait probablement un emblème interne d'un groupe privé, utilisé pour coder le contrôle. Une théorie suggère que Wolf aurait eu des liens avec une organisation internationale clandestine spécialisée dans l'échange d'objets interdits. Tous les objets du sous-sol étaient scellés, à l'exception de 3 dont l'origine reste inconnue. Une boîte en bois brûlé, une carte en cuir dessinée à la main à l'encre bleue, et un tube en cuivre muni d'une serrure mécanique complexe. La gravure sur le tube indiquait « Reborn, not repeated ». Aucun de ces éléments n'a été trouvé dans une base de données mondiale, ce qui a suscité l'inquiétude des experts qu'ils puissent être la clé d'une chaîne de preuves jamais exposée auparavant. La famille de Frank Fritz est restée silencieuse devant les médias, mais son avocat a confirmé qu'elle portait action en justice contre Wolf pour détournement de droit à l'image, tout en demandant une enquête indépendante pour déterminer si Fritz avait été menacé avant sa disparition. Un détail glaçant a été mentionné sur la scène du crime, une ligne écrite au fusain.
ICI. Tout continue. Même lorsque personne ne regarde, l'auteur reste non identifié et l'heure exacte de l'écriture est inconnue, mais son placement, directement face à la photo de Fritz face vers le bas, fait frissonner tous ceux qui le lectent. Au final, l'affaire s'est terminée par une sévère condamnation. Mike Wolf a été reconnu coupable de 12 accusations fédérales, dont fraude commerciale, possession de biens culturels, voler et usage de l'identité d'une autre personne à des fins commerciales. Pourtant, l'enquête est loin d'être terminée. De nombreuses personnes et organisations impliquées sont progressivement sous contrôle. Cette histoire ne parle pas seulement de la chute d'une icône de la télévision, c'est un signal d'alerte. Parfois, ce que nous croyons être de la mémoire est le résultat d'une conception. Que pensez-vous des secrets qui se cachent encore sous ce vieux parquet? Ce qui a été découvert ne serait-il que la surface de quelque chose de bien plus vaste? Laissez vos impressions sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines mises à jour.